J'espère que vous avez passé d'agréables moments durant cette première partie d'émission. La seconde partie d'émission, où l'on reçoit le patron des éditions Afrique-Orient, M. Hubballah. L'éditeur aussi, hein, mais oui. Patron aussi. Oui, mais patron, mais enfin, pas, vous n'aimez pas ça. Le patron, bon, bonsoir d'abord. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et on reçoit quelqu'un que je viens de connaître. M. Hubballah m'a fait découvrir et que je ne cesserai de dire. Bon, alors il s'agit c'est Ahmed Lamihi pour un très très beau roman. Alors c'est votre premier roman, L'enfant violenté, que j'ai trouvé superbement. J'ai été agréablement surpris de voir ô combien peut-on écrire simplement et ô combien il est difficile d'écrire simplement, surtout quand on est docteur en sciences de l'éducation, l'université Paris 8. Ahmed Lamihi, vous êtes professeur à l'école normale supérieure de Tétouan, université Abdelmalek Saadi, auteur de plusieurs ouvrages de pédagogie qui n'ont rien à voir avec le roman, et vous nous donnez à lire ici cette œuvre d'une beauté incroyable, littéraire. J'ai envie que vous parliez de cette enfance, de l'enfant violenté, parce que c'est l'histoire de toute une famille, c'est l'histoire de plusieurs familles, c'est l'histoire de chiens, c'est l'histoire de la campagne. On descend de la campagne vers la ville, et la ville, c'est Safi. Alors Safi, chez les Safiotes, on est dans un endroit mythique. Parce que si on devait donner, parce qu'il n'y a aucune date, on se sent à la fois avant le protectorat, peut-être après le protectorat, et puis Sania, c'est un quartier qui a toujours existé, qui mène directement, qui est d'ailleurs en pente, et derrière Sania, il y a le cimetière. C'est l'histoire de plusieurs femmes, et c'est aussi un hommage aux femmes. La puissance des femmes, c'est aussi l'histoire d'Annie, qui est leur enfant, Hamdan. Alors racontez-nous cette histoire, parce que c'est passionnant. Bonjour, merci Monsieur Adib de m'avoir invité à votre émission. Ben, vous êtes chez vous, hein. Je remercie aussi mon ami Camille Hubballah de m'avoir fait confiance et d'avoir édité ce premier roman, parce que je sais que c'est pas toujours facile de se faire éditer, que ce soit au Maroc, en France, lorsqu'on fait son premier roman. J'aimerais, avant d'en parler, de dire comment cela s'est produit. Comment je me suis retrouvé en train d'écrire un roman, alors que je n'y avais jamais pensé. Je pensais toujours faire encore un livre de pédagogie, encore un 13e, 14e, ainsi de suite. Ma femme est tombée malade un jour, et j'étais obligé de l'envoyer se faire soigner en France, à Paris, parce qu'elle-même d'origine algérienne, française, et donc les médecins m'ont dit il vaut mieux l'envoyer se faire soigner. Alors je me suis retrouvé seul avec mon petit-fils Sad, alors que voilà, j'ai toujours dit en France, et même aux amis intimes, que Zineb c'est ma femme, mais je la considère aussi comme ma secrétaire préférée. Parce que moi j'écris directement, je fais pas de brouillon. Voilà, ma femme ouvre l'ordinateur et voilà, et je commence à parler et il écrit. Je lui dicte, c'est presque comme des dictées, puis après je revois, je la fais lire, relire. Une fois que je suis content, on fait un tirage, et je relis et je corrige plusieurs fois, bien sûr. Alors, des gens de l'académie, des amis de l'académie de Tétouan sont venus me voir et m'ont demandé de les aider à monter une revue pédagogique. Voilà, c'est-à-dire toujours dans la pédagogie. Alors, ils cherchaient un pédagogue, alors, ils voulaient faire un entretien. Ils voulaient appeler ça l'invité d'honneur. Ils ont dit bon, voilà, les gens parlent de vous comme pédagogue, est-ce que vous pouvez nous accorder un entretien? J'ai dit d'accord, avec plaisir, mais le problème c'est qu'en arabe, je ne serais pas vraiment bon. Je préfère le faire en français. Finalement, j'ai écrit un petit texte. Ils voulaient savoir mon itinéraire en tant qu'étudiant à Paris, et comment je suis devenu pédagogue, et quelles sont les théories et les courants auxquels j'appartiens et que je défends d'ailleurs moi-même. Bon, j'ai produit un petit texte de 7 pages où j'ai tout concentré. En 7 pages, mon départ après l'obtention du bac à Safi, à Paris, où j'ai vécu 11 ans après. Je suis resté encore, je crois, en tout 19 ans. Et voilà, je me suis arrêté l'année 1991, année durant laquelle j'ai obtenu mon doctorat en sciences de l'éducation à l'université de Paris 8. Et alors ce texte-là, c'est une habitude chez moi, quand j'écris quelque chose, je l'envoie toujours à des amis que je connais pour qu'ils me disent ce qu'ils en pensent. Voilà, j'ai envoyé pas mal de pédagogues en France, et ils m'ont dit bon, c'est peut-être là le début d'une autobiographie. Voilà, j'ai dit bon, maintenant, mais j'ai pratiquement tout dit, j'ai concentré sur cette page, il vaut mieux peut-être que je commence à partir de rien. Voilà, j'ai fait le premier chapitre, le deuxième, troisième, je me suis retrouvé avec un livre à peu près de ce volume-là, à peu près, s'il est publié, dans à peu près 140 pages. Et là, je l'ai envoyé à notre ami Camille, que je ne connaissais pas parce que moi, j'ai jamais publié chez un éditeur marocain, j'ai plutôt publié en France. Voilà. J'ai eu 5 ou 6 livres publiés en France. Les autres, c'est des ouvrages publiés à compte d'auteur. Et donc, Camille reçoit l'autobiographie
Et il m'appelle un jour, un soir, il m'a dit voilà, j'aimerais vous voir, mais on n'a pas pu se voir parce que lui devait rentrer le lendemain de Tétouan. Et il m'a dit voilà, parce que j'avais déjà annoncé que j'étais en train d'écrire un roman. Il m'a dit est-ce que vous avez déjà un contrat avec quelqu'un? J'ai dit ben non, mais je le termine bientôt. Je me suis retrouvé, bon, j'ai fait l'autobiographie en peu de temps et je me suis dit voilà, l'idée c'est pour ça. Je me suis dit voilà, tiens, il faut que je continue. Et j'ai trouvé 3 personnages réels, des étudiants de Safi, natifs de Safi, que j'ai retrouvés à Paris, l'un comme étudiant, les 2 autres juste comme ça, des gens qui chargés du travail. Et je me suis dit peut-être que c'est des personnages très importants, peut-être que je vais les isoler, les prendre un par un et écrire un petit texte, sans savoir si ce serait un roman ou une nouvelle. Voilà, et j'ai commencé par le premier personnage et ça donnait autre chose. Et j'ai dit, ben non, ça y est, j'ai oublié les 2 autres. Et j'ai commencé comme ça et ça donnait donc, voilà, ce roman. On voit énormément de choses, on passe partout les écrivains. Mais moi, je m'arrêterai sur un écrivain parce que c'est un petit peu son écriture, sa manière d'écrire, c'est Marcel Pagnol, parce que vous faites référence à un certain moment à Fernandel, mais oui, on a l'impression de se retrouver dans un village du sud de la France, mais également donc on est à Safi. On a l'impression de voir ce roman et de le lire en noir et blanc, comme le cinéma, en noir et blanc. Seul petit truc qui m'a ébloui, c'est un petit... Lorsque vous faites référence aux faïences bleues, c'est le seul élément qui fait que l'on peut revoir le film, relire le bouquin en couleur. Moi, je suis attaché au noir et blanc, et c'est un livre qui aussi peut être, je veux dire, repris par un cinéaste et le faire en noir et blanc, beaucoup plus en noir et blanc, parce que rien n'est visible et tout est invisible, tout est apparent, rien n'est apparent. C'est très beau parce que les personnages s'enchevêtrent les uns aux autres et puis chacun a sa personnalité tout en n'ayant pas de personnalité, mais là où le triomphe, c'est le triomphe de la femme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, exactement. Ou est-ce que je me trompe? Non, vous pouvez le dire. Je suis tout à fait d'accord, sauf qu'il y a quelques amis qui ont lu l'ouvrage, enfin le roman. Parce qu'on passera à l'univers scolaire. C'est ça. Alors, ils croient que c'est une histoire réelle, alors que c'est vraiment complètement imaginé de A à Z. C'est vrai que je suis parti d'un personnage qui avait à peu près mort comme ça subitement, mais pas dans un accident, devant l'hôpital. Bien sûr, j'ai changé son nom et il est devenu un gamin de 13 ans. Ouais. Alors que lui, moi je l'ai connu déjà quand je l'ai connu la première fois, c'est quelqu'un de Safi, mais que j'ai retrouvé en France en 1980, et donc il était beaucoup plus âgé que moi, donc il devait déjà avoir 29-30 ans. Puis après, devenu ami, et puis à un moment donné, on s'est séparés. Il est mort d'une crise cardiaque devant l'hôpital justement de Mohamed V, et je parle de cet hôpital dans lequel va être spécialisé le petit Hamdan. Et surtout, mais sinon, le reste, tout est venu comme ça. Voilà, compris les quartiers, bien sûr, tout est réel. Enfin, voilà, les quartiers c'est un peu sont là. Bizarre. Les quartiers sont réels, les personnages, non. Je parle de Samia, je parle de Tlet Bougdra, parce que je rentre chez ma famille à Safi, je passe toujours par là, et je me suis dit peut-être je vais étudier un peu l'action, la naissance de Hamdan dans ce petit village qui s'appelle Tlet Bougdra, qui est situé à peu près à 20-23 km. Et sans doute, là, il y a quelque chose, bien sûr. Il y a sans doute quelque chose, je dis bon, tout est imaginé, mais sans doute il y a quelque chose de moi dedans. Moi, je crois que il y a toujours, même lorsqu'on est le plus objectif possible, il y a toujours quelque chose, même qui relèverait de l'inconscient, et voilà, on peut être transformé. Je pense que j'ai vécu moi-même des situations de violence dans mon enfance, du côté plutôt de mon père, l'ahmo. Bon, peut-être ça m'a marqué, je dirais, pendant des années, et j'y pense encore. Et peut-être que c'est cette violence qui était exercée sans que ce soit voulu par mon père. Parce que moi, je suis né d'une famille d'analphabètes, le père, complètement analphabète, la mère complètement analphabète, et c'était leur manière d'éduquer un enfant, et leur manière d'éduquer un enfant, c'était la ceinture ou les coups, etc. Et peut-être c'est pour ça que j'ai fait vivre à cet enfant ce cauchemar que j'ai vécu moi-même, peut-être. Alors, l'enfant violenté, Camille Houballah, j'adore parce que toi tu lis, tu es un lecteur, non seulement un éditeur, mais un lecteur d'abord, avant d'être éditeur. Effectivement. L'enfant violenté, moi j'ai un peu rigolé quand il parle de Tlet Sidi Bougdra, mais on le dit Tlet Sidi Bougdra. Moi j'aurais donné le titre de le mardi de la Sainte Gamelle, parce que c'est la gamelle qu'il faut remplir à chaque fois. Est-ce que vous voyez les choses comme ça? Non. Alors, ce livre, vous avez bien dit, et la difficulté de l'écriture de ce livre, c'est dans sa simplicité, mais
il y a une force dans ce livre, c'est une transmission de messages, de thématiques par l'écrit, parce que le conteur oral, ça c'est autre chose, c'est le halqa, etc., tout ça. Lui c'est un grand pédagogue, et dans cette transmission donc des messages de pédagogie, parce qu'il a des théories à lui, etc., il a transmis que, là il vient de parler de cette violence que l'éducation à l'époque de nos parents et de nos arrière-parents, c'était le falqa et le truc, alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus de mise. Oui. Quoique, il y a un rappel au retour, un petit peu, pas à la violence, mais à une certaine petite tape, tout ça. Vous savez que dans les milieux occidentaux, c'est vraiment interdit, c'est même devenu pénal. Chez nous, encore, on peut se permettre une petite tape, etc. Exactement. Mais c'est pas la ceinture, c'est pas tout ça, ce n'est plus de mise de nos jours. Ce livre a une particularité. Donc, l'enfant Hamdan, à partir d'un petit fait divers, l'auteur a créé tout un univers. Il a créé une famille. Maintenant, je viens d'apprendre qu'elle n'existait pas, cette famille, mais il l'a décrite d'une façon, c'est vraiment ça, pour moi, une famille comme ça, elle existe, même si elle est dans son imaginaire, elle existe. Pourquoi? Parce que elle fait partie de cet environnement donc marocain. Qui est notre imaginaire collectif. Exactement, exactement. Et c'est ça la force du conteur, l'auteur, qui peut créer donc des personnages comme ça. Et puis, cette sentimentalité qui fait passer donc de tous les membres de la famille qui les décrit et qui sont très forts. La sœur qui divorce et puis qui passe donc toute son affection sur le petit frère. Il y a vraiment, il a fait vivre carrément un environnement familial très très fort. Monsieur Hubballah, oui. Vous avez lu au départ le moment alors, où il y a eu des changements. Au départ, oui. Non, au départ, moi j'étais pas. Je ne voulais pas qu'il y en ait trop d'auteurs, parce que sinon, vous savez comment ça se passe. On se perd. Non, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre un petit peu tout son savoir, toute son érudition dans un roman d'une grande simplicité, et je ne voulais pas comme on dit, je ne voulais pas qu'on philosophe trop sur le sujet. Il est ce qu'il est, il a son savoir, il a son cursus, mais il n'avait pas besoin de faire preuve de ce cursus, alors qu'il a fait passer maintenant en douceur. Il a allégé un petit peu il a allégé un petit peu, et c'est bien de citer des auteurs, c'est bien de faire référence, et surtout que ce sont des auteurs qui sont en relation avec donc des théories éducatives, etc. dans le roman. Moi, ce que je voulais insister sur le roman, c'est la violence, parce que ça s'appelle l'enfant violenté. Oui. Alors, il y a 3 types de violence dans ce roman. La violence subie par le frère, qui représentait l'idéal de ce gamin, donc que son grand frère, enseignant, etc., il descend le voir, il a voulu, donc c'était son modèle un petit peu, et puis il est déçu, je ne vais pas raconter le roman parce que sinon les gens ne vont plus l'acheter pour le lire, et notre but c'est faire lire les gens. Donc c'est là où il le cogne, et puis il lui fait toutes les dents. La deuxième violence, donc c'est à l'école, où les enfants donc ils commencent à se doter parce que il n'a plus les dents, et que évidemment c'est beaucoup plus un harcèlement, qui est une violence, mais ça c'est une violence que les enfants vivent. Oui, les enfants la vivent régulièrement, et ça, le harcèlement des enfants, vous savez comment l'enfant, c'est une méchanceté innée, parce que c'est le groupe, la méchanceté du groupe. Et puis la troisième violence, parce qu'il le raille et il le ridiculise, et donc là il se renferme sur lui-même avec tout un tas, et là il traite un petit peu toute la psychologie de l'orientation qu'il faut dans les écoles. Là, de surcroît, ce sera sa maîtresse, donc qui le prend en charge, alors qu'elle n'a pas le temps de s'occuper de tous les enfants, et qu'il faut qu'il y ait dans le système scolaire, il le cite dans le roman comme ça indirectement, comme quoi il faut qu'il y ait donc une prise en charge de ce genre de personnages. Et la troisième violence, c'est la surprise de voir
sa mère dans un acte de chair, adultère, etc., oui. qui a été aussi très très fort. Oui. Et puis ça, c'était vraiment le coup de masse pour ce gamin. Et puis la fuite. Et puis là, il se renferme encore de plus en plus donc, sur lui-même. Et c'est là où le chien intervient. Et ce sera le seul personnage avec qui il peut parlementer. Il parle avec ce chien comme un être humain. Oui. Comme un être humain. Et c'est ça un petit peu la force de ce roman. C'est ça les violences. Et puis il y a bien sûr d'autres thématiques. Tu as parlé de l'exode rural, etc. Voilà, exactement. Voilà. Alors c'est aussi une grande histoire d'amour. Parce que c'est une histoire d'amour entre un frère et une sœur. Oui. Donc, quand je dis histoire d'amour, c'est-à-dire l'histoire d'une famille. Moi, je prendrai exemple sur l'histoire d'une sœur. Elle couvre son frère, elle adore son frère, oui. et c'est cette histoire d'amour. Elle va chuter sur un cri d'amour aussi, qui est celui que lorsque sa sœur donnera naissance à un garçon, elle lui donnera le même prénom. Voilà, alors c'est ça l'amour. Sa force, elle qui est devenue une force de la nature, parce voilà. que elle l'a pris, c'est un amour filial, parce que comme il y a le rejet de la mère, donc il n'adresse plus la parole à la mère, non. Du tout. Après c'est fini. Après ce sera uniquement la sœur, et c'est celle qui le prend. Puis ensuite, cette force, tu as parlé de la femme tout à l'heure, de la force de cette femme, voilà. Qui est partie travailler, etc. Et puis au marché, c'est extraordinaire ce qu'elle a fait. Puis ensuite, pour sauver la famille, elle s'est, je veux pas raconter, je veux pas tout malgré raconter. les déchirures, Monsieur Ahmed Lamihi, c'est que malgré les déchirures, malgré les violences, elle triomphe, cette femme. Elle triomphe parce qu'elle va continuer à vivre. Absolument. Oui, justement, il va défendre. C'est quand même bizarre parce que il se retrouve entre deux frères, celui que j'ai appelé Kabbour et le petit Hamdan. Oui. Donc il est face à deux personnages. Le premier violent parce qu'il a, comme vient de le rappeler Camille, et l'autre au contraire, elle a besoin d'affection. Elle-même va utiliser quand même une espèce de violence contre son propre frère, l'aîné, pour protéger. Il a été obligé, parce que des fois, la violence, même ce qu'on veut l'éviter, il s'impose à nous, pour défendre. Des fois, pour défendre quelqu'un, on est obligé, d'une manière ou d'une autre, d'être violent, d'une manière ou d'une autre, pour lutter contre la violence. C'est-à-dire, pour donner de l'affection au petit Hamdan, il était obligé d'être un peu violent vis-à-vis de son frère aîné. Je voulais revenir sur un point concernant les références. Oui. C'est vrai, moi, quand j'écrivais, je ne cherchais pas, par exemple, à ni contredire, ni à montrer que je suis d'accord avec tel philosophe, tel pédagogue, tel psychanalyste ou psychologue ou sociologue. Pas du tout. Ce sont les événements que je racontais qui, ça venait comme ça s'imposait à moi. C'était pas des choix, ça s'imposait à moi. Lorsque j'écris une phrase, une idée me vient de Nietzsche ou de Rousseau ou quelqu'un d'autre, voilà, et je dis peut-être que je vais l'employer. Et ça donne ce que ça donne. C'est le réflexe du pédagogue. Voilà. C'est le réflexe. Voilà. Ou bien je suis d'accord, ou bien je montre que mes événements montrent que c'est une fausse théorie. Quand vous faites référence à Rousseau, moi aussi je ferai référence à Rousseau à un certain moment, où il dit à un certain moment dans les 1000, l'homme est né bon et c'est la société qui le corrompt. Voilà. Je crois que quelque part, l'homme ne naît pas bon, il y a des gènes, la bonté est un apprentissage, la sauvagerie est un apprentissage, la vie est une école. Alors c'est ce que vous dites là, parce qu'on sent que la vie est une école. Quand je dis quelque part... Mis à part le professeur qui est gentil, qui est un peu rondelette, un peu sympathique, et puis le professeur qui... Et là on sent à un certain moment, magnifiquement bien dit, c'est que quand le professeur homme, mâle, qui dit ne dites pas maître, dites oustad, alors qu'il est tellement bête qu'il aurait pu accepter le mot maître. Moi j'aurais préféré qu'on me dise maître plutôt que professeur. C'est ce qu'on nous disait, c'est ce qu'on m'a dit à moi-même à l'école primaire à Casablanca, parce que j'étais étudiant à Casablanca et j'avais un maître d'ailleurs qui, bon, je ne veux pas divulguer des secrets, qui lui donc préférait qu'on l'appelle oustad. Il était maître d'école. Comme si le fait de porter le titre de oustad était supérieur au maître, alors que je suis d'accord avec vous. Alors que maître est beaucoup plus supérieur. Oui. Tout dépend à quelle référence occidentale ou... Non, les deux, moi je trouve que... Le maître, c'est celui qui maîtrise ce qu'il fait ou les compétences qu'il a. Donc tout le monde peut être maître dans son domaine. Mais oustad... Peut-être que je voulais montrer aussi qu'on parle beaucoup de la violence à l'école.
Oui. Et même des sociologues, des pédagogues écrivent des articles, mais plutôt sur la violence exercée à l'école. Oui. Alors que l'école elle-même on écrit rarement sur la violence de l'école. L'école elle-même peut exercer de la violence sur les enfants. Lorsque je donne l'exemple de deux enseignants, de 2 maîtres, Oui. Madame Falissi, qui a un comportement tout à fait vraiment magnifique, Humain. humain, qui a de l'écoute. Et ça, Oui. c'est rare chez les enseignants, malheureusement, de l'écoute. Et je prends complètement l'opposé, parce que ça, c'est des situations que j'ai vécues moi-même. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai écrit récemment que, ce qui est curieux, j'ai une petite rubrique sur Facebook. De temps en temps, je note, je fais des choses, des citations, des petites pensées. Et récemment, j'ai écrit à peu près, je me rappelle plus exactement de l'expression, mais de la formule. Mais souvent, moi, par exemple, c'est mon cas, je me souviens plus facilement de mes meilleurs maîtres ou des pires, mais jamais des moyens. Oui. Les moyens, je les ai complètement oubliés. Et c'est vrai, on peut être marqué soit par un bon maître, comme on peut être marqué par quelqu'un qui a exercé une violence extraordinaire sur l'enfant. Et ça, l'exemple de Mme Faïssi et l'exemple de M. Saoudi, je les ai vécus, moi, Oui. réellement. Oui. D'accord. Donc, comme quoi, être neutre ne passe pas toujours. Il faut soit être blanc ou noir, mais il faut que ce soit une couleur forte et criante. Alors, ce que j'ai aimé aussi, c'est le thème qu'on ne retrouve plus même dans les chaînes françaises, qu'on ne retrouve plus, c'est que les gens ne s'entendent plus parler parce qu'ils ne savent plus écouter. Ouais, Et là, ce garçon-là savait tellement bien le faire, bien qu'il zozotait, mais il savait très bien le faire. Il est plus difficile d'écouter et il est plus facile de s'entendre parler. C'est Oui, lui, il était, bien sûr, évidemment, il était choqué, ce garçon. Il avait un choc émotionnel très fort. Hein, parce qu'il y a la thématique là, de l'écoute, de savoir écouter les autres. Oui, j'ai pas très bien relevé dans le roman je ne sais pas si parce que si on transpose ça dans la réalité, vous savez que ici au Maroc les gens ne s'entendent pas parler. Oui, évidemment. C'est ce que je voulais dire. C'est que déjà le fait d'écouter, c'est une qualité exceptionnelle. Exactement, c'est une qualité d'écouter. Vous savez, quand vous êtes soit dans une conférence ou même dans des salons, tout le monde veut parler en même temps et puis les gens ne se laissent pas parler. Ça, c'est une grande qualité d'écouter les autres. Alors, il y a un psychologue, je me souviens plus de son nom, qui écrit quelque part que le désir de savoir ou d'apprendre est un savoir sur le désir. Beaucoup d'anciens croient que l'important, c'est transmettre le savoir et d'apprendre les meilleures méthodes pour bien le transmettre. Alors, mais on se pose rarement, ou très peu, la question qui reste pour moi très importante, c'est lorsque un enfant ne manifeste pas son désir d'apprendre ou de chercher à savoir quelque chose, c'est que il n'y a pas d'écoute, on n'écoute pas ses propres désirs ou ses propres blocages. Donc, on ne devrait pas seulement enseigner la didactique de telle ou telle matière, on devrait aussi apprendre aux enseignants, ceux qui sont en formation actuellement, l'importance de l'écoute. Lorsqu'on écoute un enfant, qu'on voit pourquoi il ne manifeste pas son désir d'apprendre telle chose, alors là, peut-être qu'on peut l'aider à améliorer son apprentissage. Pour moi, je pourrais dire que écouter, c'est comme lire. Parce que quand vous lisez, vous appropriez donc un savoir. L'écoute, c'est exactement la même chose. Hein. C'est exactement comme une lecture. Alors, lundi dernier, on a fêté la journée mondiale de la radio. La chaîne Inter va fêter ses 89 ans en mars prochain. Alors, je voudrais que vous disiez, vous qui êtes professeur, parce que vous vous adressez généralement à des gens, bon, c'est pas la même chose. Nous nous adressons à des millions d'auditeurs. Vous vous adressez à des étudiants. Qu'est-ce que vous attendez de la radio et surtout de la chaîne Inter? Parce qu'elle existe là depuis 89 ans. Je veux dire, il y a eu tellement de gens qui sont passés, qui ont disparu de cette radio, qui nous ont quittés. Alif Hafid, Saïd Fouad, Mikawi, des gens qui ont donné à cette radio énormément, cette radio qui a fait l'indépendance, qui a fait la marche verte, cette radio qui a fait l'histoire, qui a fait le théâtre, qui a fait la littérature, qui a connu les grands hommes de lettres. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui de la radio? C'est vrai, mais je ne vais pas donner un conseil aux gens de choses que je ne fais pas moi-même. Et c'est vrai, je me rends compte que maintenant les gens regardent, ça dure depuis des années, beaucoup plus facilement la télévision. Maintenant avec Internet, c'est le Facebook, etc. Les gens sont branchés. Peut-être même à la télévision, les gens la
regarde de moins en moins, j'ai l'impression. Alors que la radio doit continuer quand même à jouer son rôle sur tout le plan. Oui. Sur le plan culturel, bien sûr, sur le plan... Comme il disait hier, un homme important est venu visiter le salon des livres. C'était juste pour dire bonjour, mais sans poser de questions aux auteurs eux-mêmes. Sans susciter un intérêt particulier. Oui. Voilà. Ça nous a un petit peu choqués. Quelqu'un quand même, bon, je ne veux pas dire quel ministère, à quel ministère il appartient, mais quand même c'est malheureux. Alors que peut-être ce rôle, la radio peut le jouer comme vous le faites aujourd'hui même, et d'ailleurs je vous remercie, d'inviter les auteurs pour parler dans les ouvrages. Par exemple, nous, avec Camille, il fait ce qu'il peut pour faire connaître tous les ouvrages. Je crois que cette année, il a publié quand même, peut-être, et c'est même, je suis vraiment étonné, parce que même en France, beaucoup de maisons d'édition n'arrivent pas à le faire. Moi, il m'a dit que cette année, il a reçu quand même 100 titres nouveaux. À lui tout seul. Il fait pratiquement tout. Il lit, corrige, il veille à la maison page, etc. Bien sûr, donc peut-être qu'il fait un peu de pub, mais il n'a pas le temps. Il doit s'occuper de ses auteurs, de beaucoup de choses. Il participe pratiquement à tous les salons internationaux. Au Caire, en Algérie, un peu partout. Mais bien sûr que la radio, je suis sûr que lorsque vous êtes un auteur et que les gens qui sont habitués à écouter chaîne inter, eh bien cela susciterait sans doute un peu d'intérêt chez eux pour aller chercher le livre. Voilà. Je ne parle pas du mien, de tout ce qui est, on peut trouver sur le marché. Alors pour moi, la radio, aujourd'hui, elle prend de plus en plus d'importance par rapport aux autres médias. Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus dans leur voiture, les trajets sont de plus en plus longs, et puis la radio, elle a pris une autre dimension. Il y a aujourd'hui une concurrence beaucoup plus forte, alors qu'avant, on avait une radio ou deux radios maximum. Aujourd'hui, ça pullule de partout. Et puis, la radio est devenue un vrai centre d'intérêt pour les gens. Ils écoutent, ils soulèvent des sujets. Il y a dans toutes les thématiques, alors qu'avant, c'était vraiment très politique, etc. Aujourd'hui, sur le plan culturel, de plus en plus s'intéressent, et nous espérons que des gens comme vous, parce qu'il n'y en a pas beaucoup aussi, Adib, je ne vous jette pas des fleurs, mais sincèrement, il nous faut encore beaucoup plus de radio et beaucoup plus d'animateurs radio qui s'intéressent à la culture, qui s'intéressent aux livres, qui s'intéressent à tout créateur, parce que la création est le moteur du développement d'une société pour aller de l'avant. Il faut soulever de plus en plus de thématiques et encore plus d'émissions culturelles pour la 90e année et la 100e, Inch'Allah, avec vous dedans. Merci, vous êtes gentil. Alors, monsieur Ahmed Lamihi, rappelons aux auditeurs que votre roman se trouve dans toutes les librairies, à Rabat, à Casablanca, chez Afrique Orient. Alors, il coûte pas cher, pas du tout. C'est un très beau roman, L'enfant violenté, un roman que l'on peut lire en 1 heure, mais qu'il faut prendre le temps de lire. Oui, mais dans toutes les librairies, pas seulement à Casablanca. Oui, dans toutes les librairies. Voilà. Recevons en 3e heure Najib Fassiferi pour son roman Ouragan chez Afrique Orient. Rappelons aussi que peut-être le dimanche d'après nous aurons Souad Jam'i, voilà, oui, qui est cardiologue. Voilà, qui est cardiologue. Bon. Monsieur Fassiferi, lui. Alors un Toubib dans la ville aux éditions Afrique Orient, et Salim Al-Wafa qui est la fille d'un ministre. Ah non. Cher d'Argile. Cher d'Argile aussi, très sympathique roman. Très sympathique. Voilà, et qui est jeune, qui est une jeune auteur. Oui. Et puis c'est une bonne chose. Oui, alors, on est tous jeunes, hein, on reste je vous jeunes donnerai par la dernière parole. 100 livres qui sortent comme ça, c'est une bonne chose. Je trouve que vous faites du beau boulot. Et merci à vous de recevoir ces auteurs et de leur donner, de les mettre en contact avec le public. Voilà, Ahmed Lamihi, merci d'être venu. Et puis rappelons que vous êtes docteur en sciences de l'éducation à l'université Paris 8, professeur à l'école normale supérieure de Tétouan, université Abdelmalek Saadi, et vous êtes auteur de nombreux ouvrages pédagogiques, mais le plus important, c'est de lire celui-ci, L'enfance violentée. Merci. Merci à vous. Merci à vous.